Nous allons bientôt commencer ce webinaire. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Bon, je pense qu'on va attendre encore 1 minute. D'accord. Très bien. Bon, peut-être que je vais commencer parce que comme ça, on va pouvoir bien laisser le temps pour cette présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Blandine Hirtz. Je suis responsable des affaires internationales chez Medicine et avec l'ensemble du réseau des pôles santé, nous sommes ravis d'accueillir ce dernier webinaire sur le Japon autour de la thématique Doing Business in Japan. Donc, ce matin, avec Jessica Walker, en charge des affaires internationales et européennes de Atlampol Biothérapie, nous allons modérer cette session. Et je souhaite vivement remercier les intervenants pour ce webinaire. Donc, la première partie de ce webinaire sera animée. Émilie, elle me disait que tu me déposes à Écully. Tu sais, quand tu seras sortie, en fait, il y a juste un rond-point, comme ça, tu prends. Merci. Voilà. Donc Akiko Hori qui travaille pour Business France Japon et qui du coup commencera par présenter la culture des affaires. Puis nous laisserons la main à Monsieur Takeda de Jetro, donc à la tête de Jetro France, qui présentera du coup les réseaux, comment s'implanter au Japon, comment bien s'implanter au Japon. Et ensuite, ce sera le tour de Monsieur Ovaro pour présenter du coup les réseaux de distribution et comment faire du business, travailler avec les différents réseaux au Japon. Et enfin, nous accueillerons un témoignage croisé de 2 entreprises, Oncodesign et Neuroservice, pour justement présenter leur expérience et faire un retour d'expérience un peu croisé. Voilà, c'est la première fois qu'on a 2 entreprises qui témoignent en même temps. Donc, on espère que ça va permettre un peu un débat. Et ensuite, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions. Du coup, sans plus attendre, je vais simplement juste faire un très court rappel sur ce que sont les pôles de compétitivité en France, en santé. Donc, juste pour vous rappeler que nous existons depuis 2005 et que nous sommes vraiment vos interlocuteurs privilégiés sur le territoire national et en région afin de faciliter votre innovation, de faciliter vos mises en relation avec les bons acteurs, que ce soit des acteurs académiques, des acteurs industriels, des grands comptes, également tout ce qui est BPI France et le SNITEM. Voilà. Donc, on est vraiment là pour faciliter votre innovation, pour foster innovation et pour vous aider à vous développer aussi bien en France, mais également à l'Europe et à l'international. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte, on est vraiment répartis sur l'ensemble du territoire français avec donc Atlampol Biothérapie et donc Jessica qui a pu allumer sa caméra qui est avec nous, NHL Eurasanté à Lille, France Biovallée dans le Grand Est, Lyon Biopôle pour la région Rhône-Alpes et enfin Eurobiomed dans le sud de la France et Medicine à Paris. Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole et la main à Akiko. Donc Akiko, tu peux présenter, tu peux partager ton écran, je te laisse la main. D'accord, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez toutes et tous? Oui, Akiko, on voit. Merci beaucoup. On voit, mais on entend assez mal ta voix, Akiko. Si tu peux te rapprocher du micro. D'accord. Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est mieux là, oui. Il y a un peu comme un écho. Ah, écho. C'est beaucoup mieux maintenant. Non, c'est parfait. Voilà, tu t'entends très bien. Parfait, merci. Je vous en prie. Alors, donc, merci Blandine, cette opportunité.
Donc, nous, Business France, c'est un organisme public international pour le développement des entreprises françaises TPE, PME. Donc, je veux bien commencer maintenant. Donc, après 2 séries de webinaires, vous connaissez maintenant bien le marché japonais, la taille de marché de la santé au Japon. Donc, aujourd'hui, concrètement, je voudrais vous présenter comment mener vos entretiens efficacement avec les Japonais. Pourquoi? Parce que les Japonais, nous sommes quand même un peuple assez spécifique. C'est un pays. Alors, est-ce que vous voyez, ça prend du temps le slide? Alors, voilà. Vous voyez, ça va? Oui, oui, on voit. Donc, avant de commencer donc, la culture japonaise, je vais quand même vous briefer un petit peu la situation Covid de ce jour. Donc, en termes de climat des affaires et conjoncture, le Japon a subi les conséquences de la crise, certes, mais de façon moins brutale qu'en Europe. Le PIB a chuté de 4,8% sur l'année selon le FMI, mais pourrait croître de 3,3% en 2021. En termes de situation sanitaire dans le pays, le Japon connaît actuellement une nouvelle vague, c'est la 4e vague de l'épidémie de coronavirus, liée notamment aux variants britanniques et aux variants indiens. Le pays compte plus de 5 000, avant-hier c'était 4 000 nouveaux cas par jour. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence dans 10 préfectures du pays, ce qui se traduit par la fermeture des grands magasins et des cinémas et des restrictions aux horaires d'ouverture des restaurants et bars à 20 h, à Tokyo par exemple. Et puis le recours au télétravail pour les entreprises qui en ont la possibilité. Et le plus intéressant pour vous, c'est l'intérêt pour vous, la situation liée au voyage d'affaires dans le pays. Est-ce que vous pouvez venir au Japon? Alors, les autorités japonaises interdisent actuellement toute nouvelle entrée de ressortissants étrangers non résidents au Japon, donc c'est assez dur. Les consulats japonais à l'étranger n'acceptent plus de demande de visa pour des courts ou longs séjours. Donc, aucune date n'est indiquée concernant la levée de cette mesure. Et le résident étranger au Japon reste autorisé à y retourner à condition notamment d'effectuer un test PCR dans les 72 heures précédant le vol. Donc, en bref, pour l'instant, le voyage d'affaires est très difficile. Et puis, l'autre souci, c'est la vaccination qui n'avance pas au Japon. Donc, on se pose des questions. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, la réalité, c'est pour recourir au rendez-vous à distance. Alors, donc, culture japonaise. Le Japon entre tradition et modernité. En fait, le Japon, c'est un pays où s'entremêlent politesse, respect et discipline. C'est un pays d'intermédiaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mieux, vous êtes valorisé si vous êtes introduit par quelqu'un d'autre, par la tierce personne. Donc, par exemple, le Business France, c'est bien, c'est une valeur ajoutée. Votre partenaire Clastar comme Médecins, c'est une valeur ajoutée, ou des associations professionnelles. Si vous êtes présenté par quelqu'un, c'est mieux que vous présentiez vous-même en direct, souvent au Japon. Alors, comment prendre les rendez-vous? Le plus important, il faut vraiment préparer la documentation. C'est vraiment important au Japon, c'est en anglais. Dans votre domaine, en fait, tout est plutôt préparé en anglais, donc c'est bien. Et le site internet avec soin, avec beaucoup de soin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'autre jour, il y avait une société qui m'a demandé de prospecter le marché japonais, mais il m'avait dit son site internet est en cours de construction. Il a un catalogue, mais son site internet est en construction. Je pense que si vous souhaitez venir au Japon, il vaut mieux être parfait pour la préparation. Donc, à mon avis, il faut attendre que votre site s'ouvre encore et au moins éviter le site en construction. Et puis, il faut quand même, par politesse, il faut quand même contacter un mois à l'avance. À mon avis, vous ne pouvez pas demander un rendez-vous une semaine après. Bon, peut-être avec digital, ça peut arriver, mais lorsqu'on avait fixé les rendez-vous en physique, un mois, c'était primordial. Alors, les horaires possibles pour les rendez-vous des IPO,
avec le décalage horaire de 7 heures. Donc, je vous recommande de fixer entre 8 heures et 11 heures en France. Alors, rendez-vous digital. Cette fois-ci, je parle de rendez-vous digital uniquement pour la préparation. Donc, connexion stable, ça c'est important. Si vous pouvez, il faut utiliser votre filaire et puis prévoir une solution B. C'est-à-dire que si ça ne se connecte pas, si ma voix, par exemple, n'est pas assez qualitatif, par exemple, il faut peut-être reculer au téléphone. Ça peut arriver, donc il faut toujours avoir le numéro de téléphone de votre interlocuteur aussi en même temps. Alors, mettez votre téléphone au mode avion ou au moins en silencieux. C'est vrai que c'est un peu gênant que les Japonais entendent des appels téléphoniques, donc c'est à éviter. Et puis, si vous pouvez faire un test de connexion, souvent entre les Japonais, on fait souvent le test de connexion. S'il s'agit d'un rendez-vous important, le premier rendez-vous important. Alors, je voudrais mettre de l'importance sur les apparences, soigner les apparences. Ça, c'est très important parce que je vois quand même au moment du premier entretien, j'ai organisé un premier entretien dans le domaine scientifique. Donc, vous êtes de temps en temps casuel, je comprends. Si vous étiez rechercheur, tout ça, je comprends. Mais au moins, pour le premier rendez-vous, il faut quand même habiller correctement. Moi, j'ai vu quelqu'un qui était vraiment en face de caméra, qui était en jean. Et ça m'a gêné, ça a gêné forcément les Japonais pour le premier entretien. Donc, il faut vraiment soigner les apparences. Compte tenu de la présentation, je vous parle de notre compétence linguistique tout à l'heure, mais il faut vraiment préparer le document avec des contenus clairs. Et puis, par exemple, les Japonais aiment beaucoup des informations. Donc, si vous avez une sorte comment on dit, la tableau comparatif pour montrer que votre produit est différent des autres, c'est bien aussi. Et puis, après, il faut demander, parce que les Japonais nous sommes assez timides, donc lorsque vous parlez vite, c'est mon cas, c'est mon erreur maintenant, qu'il ne faut pas le faire. Lorsque vous êtes obligé de parler vite. Ça, c'est pas bon du tout. C'est un mauvais exemple de ma part. Il faut parler lentement, parce que les Japonais, on n'est pas très bon en anglais. Donc, clair, et puis après, à la fin de l'entretien, demander s'il n'y a pas de questions, parce que sinon, comme on est timide, on ne pose pas de questions. Voilà. Et puis après l'entretien, n'oubliez pas d'envoyer le mail de remerciement. Ça, vous connaissez bien. Alors, concrètement, au moment de conduite de l'entretien, au début de l'entretien, c'est toujours à cause de notre problème linguistique, il faut préciser le but de la rencontre. Comme ça, les Japonais peuvent anticiper. Qu'est-ce qu'on parle de quoi? Et rappeler les points qui seront abordés durant l'entretien. Donc, vous êtes clair. Quel est l'objectif? Et vous commencez. Et pendant l'entretien, alors, disque clair, phase courte, certes, et il faut montrer que vous êtes à l'écoute. C'est pour montrer pour témoigner de votre sérieux. Et prendre des notes, c'est très bien aussi. Je pense que c'est très apprécié par les Japonais. Et puis, une attitude modeste, ça c'est vraiment comme il faut adopter physiquement une posture droite. Une posture droite, une attitude modeste, ça se voit en apparence. Donc, il faut être comme ça, il ne faut pas être comme ça, il faut être comme ça. Voilà. Et puis, à la fin de l'entretien, ne me précipitez pas pour un accord, parce que les Japonais ont besoin de temps pour réfléchir et c'est un pays de concertation, donc il ne faut pas se précipiter. Donc, laissez votre interlocuteur pour reformuler en première et rectifier par la suite si nécessaire en fixant les prochaines échéances, en déterminant qui est votre point de contact. Alors, je vais finir par à ne pas faire, comme j'avais fait, ne parle pas trop vite, ne coupez pas la parole, ne peut pas montrer arrogance, ça n'existe pas au Japon, c'est-à-dire que de toute façon, c'est pas de montrer que vous êtes fait, en fait, arrogance, ça n'existe pas au Japon, il faut éviter. Attitude agressive, négative, par exemple, entre les collègues, vous dites quelque chose de bizarre,
fait des grimaces, tout ça, ça ne va pas du tout. Donc, vous devez être souriant au moment de l'entretien. Et puis, ne pas regarder votre téléphone. Ça, c'est vraiment la moindre des choses. Alors, langue, je voulais parler, pour finir, les Japonais, est-ce qu'ils maîtrisent l'anglais? La réponse est non. Il y a 28% des Japonais qui disent oui, peut-être oui, et puis après, quand il dit non, c'est vraiment non. Il ne comprend pas, peut-être il peut lire l'anglais. Les Japonais, on peut lire l'anglais, mais on ne peut pas parler, on ne peut pas comprendre à l'oral. Donc, si vous rencontrez 5 personnes, peut-être avec une personne, vous pouvez communiquer, mais pour le reste, vous ne pouvez pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, au moment de premier entretien, je vous propose d'embaucher un interprète. Je sais très bien que vous, les scientifiques, vous êtes très bons en anglais, et puis les Japonais aussi, mais comme je vous avais dit, en général, 1 sur 5 qui parlent l'anglais. Dans le domaine scientifique, je dirais peut-être 2, 3 qui parlent l'anglais, mais il y a toujours des gens qui ne parlent pas l'anglais. Et si ce sont des gens qui sont décideurs, qui comprennent vos atouts, c'est quand même dommage. Donc, il faut vérifier. Et si du côté japonais demande une interprète ou un interprète, il faut embaucher un interprète. Voilà. Est-ce que j'ai un peu de temps? Alors, je vais essayer de finir vite. Alors, forte exigence de qualité. Au Japon, la qualité, ça veut dire quoi? C'est vos produits, bien sûr, mais après, il y a beaucoup de choses. Accueil, temps de réponse, réaction, emballage, respect des délais, service après-vente, suivi des relations clients. Et puis, il faut rester flexible pour les conditions de vente de vos produits et services. Et je voulais insister sur cette partie, répondre aux besoins de manière réactive et précise. Vous devez être vraiment réactive et précise. Vous ne pouvez pas être, comment dire, flou. C'est-à-dire qu'il faut les Japonais ont besoin des informations précises. Si vous ne pouvez pas répondre tout de suite, vous dites, il faut que je vérifie, mais je reviens tout de suite. Tout de suite, c'est-à-dire que sur 48 heures. Ou vous dites que je reviens dans une semaine parce que je dois vérifier avec notre département scientifique tout ça, de rechercher, voilà. Et il y a des questions de temps en temps que vous ne comprenez pas. Pourquoi les Japonais demandent ces questions? Parce que les Japonais ont fait attention aux détails. Et il y a des questions qu'on pense que ce n'est pas nécessaire. Mais là, vous ne pensez pas trop. Si les Japonais vous demandent, bref, vous répondez à ces questions. Si ils ne sont pas confidentiels. Voilà. Et puis, vous pensez à une relation sur le long terme, ça c'est important pour gagner la confiance des Japonais. Ça peut être traduit comme une relation commerciale sur le long terme. Et puis, à ne pas faire, je vais peut-être finir, à ne pas faire, rester transparent, c'est ça. C'est-à-dire que ne cache rien du tout. Parce qu'on sent au moment de l'entretien, quand vous n'êtes pas clair, on sent ça et c'est mal vu. Pas les Japonais. Alors, c'est très important d'avoir la présence locale pour fiabilité, pour disponibilité, pour problème de langue, et puis pour tout ce qui est responsabilité. Et puis, comment vous faites? Peut-être vous vous déplacez de manière régulière, et sinon partenaire japonais, ou suivi Business France, ou une implantation, ou même BIE. BIE, c'est Business France qui s'occupe de ça. Ce sont des jeunes talents qui partent au Japon pour vous aider, pour vous renforcer en ressources humaines. Si vous êtes intéressé, je suis à votre disposition pour vous expliquer, mais je pense que je n'ai pas le temps pour le BIE aujourd'hui. Alors, donc, et aussi, Business France peut vous aider aussi pour la prospection. Donc, ici, je peux faire un peu de publicité pour nous. Donc, en décembre, nous allons organiser une mission collective de Corée-Japon. Et donc, lundi prochain, le 31, on aura un séminaire pour expliquer sur cette mission collective qui va durer pendant 12 jours au Japon. Donc, si vous souhaitez prospecter le marché japonais, c'est une belle opportunité.
Voilà, donc l'équipe santé au Japon et de la zone Asie du Nord-Est, on reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Akiko. Je suis désolée, ma vidéo ne fonctionne plus, mais ça va être réglé très rapidement. Du coup, je vais maintenant, donc vraiment merci encore Akiko pour cette présentation, vraiment très claire et très instructive. Et je vais maintenant donner la parole à Monsieur Takeda de Jetro. Et parfait, nous voyons bien vos slides. Merci beaucoup. Oui. Bonjour à tous et merci à Médecin de m'avoir invité à intervenir au cours de ce webinaire. Permettez-moi tout d'abord de présenter brièvement les activités de Jetro. Nous sommes une agence administrative comme notre homologue français Business France. Parmi les missions de Jetro Paris, un pilier prioritaire est de promouvoir les investissements directs français au Japon. Jetro Paris accompagne les entreprises françaises innovantes désireuses de s'implanter ou de se développer au Japon. Nous mettons à leur disposition toute une palette de services gratuits que je présenterai ultérieurement. La population japonaise vieillit, malheureusement. Le Japon se classe au premier rang mondial pour l'espérance de vie, mais avec un faible taux de natalité. Le pourcentage des plus de 65 ans devrait atteindre 30% d'ici 2025 et 40% d'ici 2060. Avec plus de 60% des dépenses nationales de la santé attribuées aux 65 ans et plus. Cette situation démographique stimule considérablement la demande de soins. L'explosion des dépenses médicales et la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé en sont deux conséquences directes. Si l'on regarde les projections à l'horizon 2040, on voit clairement les enjeux d'une population vieillissante. Tout d'abord, une forte pression budgétaire. Ensuite, une chute de la population active contributrice. Et enfin, un manque de ressources humaines. La combinaison de la technologie appliquée à la santé va considérablement changer la donne. L'apport de l'intelligence artificielle et du big data a favorisé le développement d'une multitude de services applicables à tous les niveaux de la santé. Cette slide présente les fruits espérés d'une migration d'une société 4.0 vers une société 5.0 qui permettait à tout le monde de créer de la valeur dans tous les domaines, dans la sécurité en harmonie avec la nature et libérée des contraintes existantes. Cette vision présentée par le Keidanren, équivalent du MEDEF en France, pourra être portée par innovation en rapide évolution dans les technologies numériques. Cette innovation technologique sera annonciatrice de changements industriels et de société. Dans l'écosystème de la santé et du bien-être, par exemple, un glissement pourrait s'opérer des soins curatifs aux soins à la prévention et des soins de santé standardisés aux soins personnalisés en intégrant l'engagement et l'expérience active des patients. De nos jours, le Japon connaît un boom de la médecine dématérialisée. Les traitements médicaux appuyés sur les ressources de big data se sont développés dans le monde, mais la pandémie a mis en lumière le retard pris par le Japon dans la phase d'accumulation des données médicales et la digitalisation de celles-ci. À l'avenir, la recherche et le développement devraient progresser vers une plateforme médicale complète personnalisée
de la prévention au pronostic. Voici une illustration de la médecine dématérialisée au Japon. Premièrement, la collecte de données qui permettra de mettre en réseau la communauté médicale avec les patients et les citoyens. Deuxièmement, la connexion des patients avec le milieu hospitalier. Il s'agit d'étendre l'utilisation des plateformes de services pour effectuer des réservations de patients en ligne, des consultations à distance, etc. Troisièmement, les prestations de soins. Il s'agit d'inventer de nouveaux modèles de prestations pour une meilleure qualité des traitements. Quatrièmement, les technologies de pointe au service de la prise de décision. Ainsi, on assiste à l'émergence de plateformes de services qui, grâce à des dispositifs mobiles et à l'IoT, collectent les données, les analysent avec intelligence artificielle et favorisent la médecine préventive et personnalisée. Voici une évaluation actuelle des principales technologies du Japon par catégorie de Health Tech, qui présente les secteurs dans lesquels l'opportunité d'affaires pour les entreprises étrangères sont les plus nombreuses. Une signalétique vous indique les secteurs dans lesquels le Japon est en avance, en retard ou en développement par rapport au reste du monde. Le cercle indique le leadership du Japon, la croix, son retard, et le triangle, les niches en développement. Par exemple, le Japon est leader dans l'assistance robotique. Je dirais donc qu'il y ait peu de chances pour les entreprises étrangères dans ce domaine. Par contre, il y a des secteurs dans lesquels le Japon accuse du retard et dont vous pouvez déployer la compétitivité. D'abord, l'analyse des données médicales. La médecine préventive n'est ni comprise ni répandue au Japon. Et deuxièmement, le dossier médical électronique. Au Japon, les hôpitaux de 200 lits, moins de 200 lits n'ont recours au dossier médical électronique qu'à 37%. Troisièmement, télémédecine. L'incitation à promouvoir la télémédecine est plus faible que dans d'autres pays. Pour ce qui est secteur en plein développement, on peut citer les deux secteurs suivants. Premièrement, l'analyse du génome. Au Japon, différents opérateurs ont étendu leurs activités à ce marché. En outre, des services basés sur les informations génétiques ont fait leur apparition. Ou encore, le système de soins infirmiers. Résoudre la pénurie des ressources humaines est devenu une question cruciale. Une des conséquences évidentes de la crise de COVID-19 a été la métamorphose de l'écosystème de prestations de soins de santé. Ils sont susceptibles de rester en place après la pandémie. Pour ce qui est plateforme de services et de transformation du système de soins, les consommateurs attendent des prestataires qu'ils viennent à leur rencontre et leur proposent une offre de soins à leur convenance. Concernant le big data et la médecine numérique en pointe, l'adoption croissante des interactions dans des environnements virtuels rend le suivi le plus pratique et plus rentable pour faire des diagnostics précoces, intervenir et traiter les maladies aiguës et chroniques. Par ailleurs, le Japon s'oriente vers de nombreux nouveaux modèles
et repense ses ressources humaines. Le dynamique et les pratiques du lien du travail évoluent pour répondre aux défis de la capacité et de la demande. De nouveaux partenaires et marchés voient le jour. Le concurrent crée des partenaires non traditionnels, souvent public-privé, pour mieux servir la communauté. Les cliniques en difficulté sont rachetées par de plus grands groupes. Et enfin, on constate l'émergence de nouveaux entrants. Des géants d'autres secteurs d'activité prennent des mesures dynamiques pour pénétrer le secteur des soins de santé ou s'y développer. Alors, quels sont les bénéfices que les entreprises françaises qui ont l'intention d'investir au Japon peuvent trouver en s'adressant au service de JETRO? Nous offrons aux investisseurs potentiels de nombreuses informations sur l'environnement et des affaires au Japon et la possibilité de les mettre en relation avec les collectivités locales. Nous proposons gracieusement des consultations individuelles sur mesure avec des spécialistes et experts en matière de réglementation, de financement, de fiscalité, de visa, de ressources humaines et d'immobilier. Nous proposons également, sous condition, aux entreprises qui veulent démarrer une activité au Japon, des bureaux temporaires et tout équipés, appelés les Invest Business Support Centers, dans les 6 principales villes japonaises. Si vous permettez, j'aimerais profiter de ce séminaire pour vous présenter très rapidement une initiative de promotion économique du gouvernement japonais. Il s'agit de Japan Business Conference. C'est un événement pour communiquer sur l'attractivité de l'environnement de l'investissement au Japon, auquel seront conviés un panel de grands leaders internationaux. Dans le cadre de la Japan Business Conference, et notamment prévu le séminaire Net Zero Leader Summit, qui concernera le défi de la neutralité carbone fixée par le gouvernement japonais à 2050. Le Japan Business Conference se présente sous la forme d'événements immersifs virtuels dans lesquels exposants et visiteurs apparaissent avec leur avatar. Les échanges interactifs via un chat entre les intervenants, les exposants et les visiteurs sont organisés via la plateforme. Vous pouvez, via votre avatar, visiter des stands virtuels de 50 entreprises japonaises exposantes, regarder des vidéos sur l'environnement des affaires au Japon et vous enregistrer pour des négociations commerciales. Par ailleurs, divers événements et conférences professionnelles seront organisées. À l'heure où nos déplacements internationaux sont limités, cet événement peut offrir une occasion exceptionnelle de rentrer en relation avec les entreprises japonaises les plus innovantes et ouvertes sur l'international. Toutes les entreprises étrangères intéressées par cet événement pourront s'inscrire et y participer gratuitement. Merci de vous inscrire à notre site Internet dès le 1er juin. Pour terminer, j'attire votre attention sur 3 sites animés par JETRO que toute entreprise intéressée par le Japon peut utilement consulter. Et le TTPP Trade Tie-up Programme est un site business matching. Le JMS recense tous les salons à exposition du Japon et du monde. Enfin, Investment Japan est la base des données pour les entreprises voulant investir au Japon. Je conclurai par notre devise en anglais. Please talk to JETRO first. Et si vous souhaitez rester régulièrement informé sur notre actualité, je vous invite à vous abonner en ligne sur le site JETRO France à Newsletter Le Japon à la page. Nous sommes entièrement à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Takeda, pour votre intervention également très instructive, et merci pour d'avoir partagé ce dernier événement. Donc, pour information, les slides seront envoyés à tous les inscrits, et également nous enregistrons ce webinaire, donc vous pourrez retrouver toutes ces informations très facilement. Sans plus attendre, et encore merci beaucoup, je vais laisser la parole à Monsieur Ovaro. Donc Philippe, the floor is yours. Je te laisse. Merci Blandine. Parfait. Blandine, je fais la présentation en français ou en anglais? En français, c'est très bien. En Comme français, tu c'est très préfères. bien. C'est comme tu préfères. D'accord. Vraiment. Mon accent parisien aidant, je pense que le français est plus approprié. Parfait. Je vais utiliser l'écran pour appeler la présentation. J'espère que vous allez... Excusez-moi, mon computer est un peu lent. Est-ce que vous voyez bien l'écran en plein écran? On voit parfaitement. Merci Philippe. OK. Très bien, merci à Médicène et ravi d'être avec vous et d'avoir ainsi l'opportunité de partager avec vous tous quelques informations sur des aspects du marché japonais qui ne sont pas toujours clairement communiqués à la communauté des affaires étrangères et qui souvent, compte tenu du fait que les mots ont une sémantique différente, amènent les gens à des confusions qui peuvent avoir parfois des conséquences négatives pour la progression de leurs affaires. Par exemple, le mot grossiste pharmaceutique et la réalité que ce mot recouvre en France est très différent de la réalité que cette profession recouvre au Japon. Aujourd'hui, ces quelques slides que j'ai préparés pour vous et qui seront disponibles par le réseau Médicène vous permettront, je l'espère, d'avoir une meilleure idée de ce qu'est un grossiste pharmaceutique au Japon. Tout d'abord, je pense qu'il est nécessaire de rappeler que même si il arrive parfois de tomber sur des cas très rares de vente directe depuis le fabricant pharmaceutique à l'institution hospitalière, dans le cas du marché pharmaceutique de prescription, la quasi-totalité des médicaments sont distribués par des grossistes. Cela vient en grande partie du fait que c'est un marché qui est extrêmement parsemé et très détaillé. Donc, c'est un grossiste qui fait une conversion vers le retail qui est tout à fait impressionnante. Je pense pouvoir dire qu'il y a aujourd'hui au Japon environ 160 000 points de facturation, ce qui correspond à peu près à un petit peu plus que la moitié nord de l'Europe, c'est-à-dire Angleterre, Allemagne, France, et je pense aussi, on pourrait mettre l'Italie et l'Espagne dedans d'ailleurs. Donc, je pense que même ma comparaison avec le Nord est assez inappropriée. Donc, c'est un marché extrêmement éclaté et, comme vous le savez peut-être, vraisemblablement encore plus dans la perspective du risque financier rencontré par certaines cliniques dans le contexte du Covid et donc l'absence d'un volume d'affaires dû à la visite répétée des patients traditionnels amène aussi un risque financier très important. Et ce risque financier est en grande partie sur les épaules des grossistes au Japon, ce qui est assez différent de la situation que l'industrie pharmaceutique rencontre aux États-Unis ou en Europe. Donc, comme je vous l'ai signalé, il y a, c'est une autre façon de le dire, 160 000 clients au Japon. C'est un chiffre absolument énorme. Et il faut garder aussi à l'esprit que non seulement ce chiffre est important en volume, mais qu'il est aussi important en fréquence de livraison. Peut-être certains d'entre vous avaient déjà visité le Japon et avaient déjà eu l'occasion, soit par souci de market research, soit par besoin personnel, je ne l'espère pas, visiter des pharmacies au Japon.
La partie dispense de médicaments de prescription est généralement une sorte de boîte de 3-4 mètres carrés au fond de la pharmacie. Et vous voyez à l'intérieur un ou deux pharmaciens qui sont coincés entre des étagères qui vont jusqu'au plafond de produits divers et variés. Et généralement, ce qui arrive souvent, c'est qu'ils gardent auprès d'eux en stock à portée de main les médicaments les plus fréquemment usités. Mais s'il y a une prescription inattendue, à ce moment-là, ils appellent le grossiste, demandent au patient de repasser l'après-midi, et c'est cette micro-livraison qui permettra à la pharmacie de continuer de délivrer son service. En fait, comme vous voyez en bas, il y a environ 54 à 55 000 pharmacies aujourd'hui à travers le Japon. À peu près la moitié maintenant, d'après les derniers chiffres que j'ai vus circuler, font état de pharmacies appartenant à un réseau de franchise, ce qui veut dire qu'un peu plus de 25 000 pharmacies encore aujourd'hui au Japon sont ce qu'on appelle en anglais des pop and mom drugstores, c'est-à-dire des pharmacies privées appartenant à leurs propriétaires, eux-mêmes détenant la licence de pharmacien. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, comme le disait M. Takeda en mentionnant le vieillissement de la population japonaise, le pharmacien, comme n'importe quel japonais, est aussi une population vieillissante et la démographie des pharmacies rend l'exercice de la dispense de produits pharmaceutiques de plus en plus périlleuse dans certaines régions du Japon où le personnel vient à manquer. C'est ainsi que récemment, on a commencé à voir apparaître des convenience stores, je ne sais pas comment on dit en français convenience store, des mini supérettes ou équivalents, oui. qui ont aussi un corner pharmacie dispense dans les villages reculés, car il est de plus en plus difficile de maintenir une présence pharmacienne dans certaines parties du Japon. Okay. Je pense qu'il est aussi nécessaire de garder à l'esprit que, et encore une fois, cela fait très bien écho à ce qui avait été expliqué par M. Takeda auparavant, c'est-à-dire qu'il y a une progression vers un type de service de santé beaucoup plus complexe au fur et à mesure que la technologie progresse et bien sûr au fur et à mesure que les besoins médicaux deviennent spécifiques. Par exemple, le fait que certaines spécialités, notamment dans l'oncologie, nécessite tout d'abord le fait d'avoir recours au diagnostic pour être bien sûr que la médecine ciblée soit appropriée aux patients. Tout ça réclame énormément d'efforts de coordination et de planning dans la supply chain, dans la chaîne de valeur, dans la chaîne logistique. Il y a aussi, et c'est encore particulièrement crucial aujourd'hui dans le contexte de la vaccination massive, un énorme poids de ce qu'on appelle la chaîne du froid, et même dans le cas des virus, des vaccins à messenger RNA ou ARN en français, la très froide chaîne. Je sais pas, on dit super cool chain en anglais, je ne sais pas s'il y a un équivalent en français pour ça, désolé. Et donc, évidemment, pour le vaccin, on rentre dans un domaine assez particulier parce que ce sont des volumes extrêmement importants et qui échappent aux canaux traditionnels que je viens de vous décrire. Mais il est clair que ce soit pour le vaccin de Pfizer ou celui de Moderna et d'AstraZeneca qui ont été récemment approuvés par le gouvernement japonais, la distribution se fera vraisemblablement par la logistique des grossistes japonais. On a une habitude de considérer le grossiste au Japon comme étant finalement le répartiteur, comme on le dirait en français, c'est-à-dire recevant les instructions du fabricant et apportant, en fonction du cahier des charges, le médicament dans les meilleures conditions possibles à l'endroit de la dispense. En vérité, au fur et à mesure que le grossiste pharmaceutique japonais a pris de plein pied un rôle, j'allais dire, qui se tient pour lui-même au milieu de la chaîne de valeur pharmaceutique au Japon. En fait, le rôle du grossiste a pris, j'allais dire, des proportions nouvelles que j'ai essayé de traduire dans ces trois axes. Vous voyez ces flèches jaunes qu'il y a au milieu. Depuis leur travail, j'allais dire, traditionnel ou basique,
qui sont liées proprement à la logistique et à la distribution physique des produits. Il y a de plus en plus d'exigences d'apporter un service à valeur ajoutée, que ce soit d'ailleurs dans le domaine du produit de prescription déjà commercialisé, mais comme je le vois moi-même de ma propre expérience, aussi en obtenant le support des grossistes pour l'acheminement des échantillons cliniques, pour les études cliniques ou pour le suivi d'un certain nombre d'opérations dans le milieu hospitalier, particulièrement dans le cadre d'opérations de pharmacovigilance ou, comme il est nécessaire de la pratiquer au Japon, une forme de post-marketing surveillance qui est en fait un exercice de collection d'effets secondaires qui est rendu obligatoire, notamment pour les produits dits de maladies rares, où là, il est nécessaire de collecter les données s'appliquant à n'importe quel patient ayant été prescrit avec un produit destiné à soigner leur maladie rare. Donc, il y a tout un ensemble de services à valeur ajoutée qui viennent s'agglomérer au-dessus ou sur les côtés du traditionnel service que le grossiste doit fournir au Japon. Évidemment, pour certains d'entre nous qui l'avons vécu, j'allais dire aux premières loges, mais je pense aussi pour tous nos amis en France qui ont des fois eu, par le biais des nouvelles, des échos de tremblements de terre ou de raz-de-marée ou de risques de radiation. Hélas, comme vous le savez tous, le Japon est un pays exposé aux risques majeurs naturels et malgré ce risque connu de tous, l'attente de la population japonaise et du gouvernement japonais est absolument inébranlable sur le fait que le grossiste doit se tenir préparé à n'importe quelle circonstance. Et ayant moi-même travaillé au premier rang de l'approvisionnement de médicaments dans la région de Tohoku en 2011 suite au raz-de-marée et le tremblement de terre qu'il avait déclenché, je dois vouloir dire de mes propres yeux que ce soit ici Mediceo, dont vous voyez la photo au milieu, ou Suzuken ou Alfresa, pour les plus gros d'entre eux qui étaient particulièrement actifs dans cette partie du Japon, ils ont tous été quasiment, sauf ceux qui étaient directement impactés par le raz-de-marée, étaient en position de distribuer des produits dans les cliniques provisoires à peine 48 heures après le raz-de-marée. Donc, un temps absolument record. Donc, les bâtiments sont résistants au tremblement de terre. Il y a généralement des sources alternatives de courant. La plupart des centres de distribution ont de quoi tenir au moins 72 heures complètement indépendants du réseau électrique national. Et il y a aussi un certain nombre de mesures d'autonomie, que ce soit véhiculaire ou de consommation électrique au sein du centre logistique pour faire en sorte d'être de moins en moins dépendant d'accidents d'approvisionnement d'énergie. Parmi les services que j'ai essayé de décrire tout à l'heure avec ces 3 flèches jaunes, je pense qu'il est aussi important pour ceux d'entre vous qui pensent avoir développé un plan pour apporter services ou produits au Japon, que le grossiste, il a à distribuer donc à ses 160 000 points potentiels de vente, mais aussi dans un archipel de plusieurs îles. Et ici, je ne fais pas justice à l'archipel du Kyushu, au sud du Kyushu, vers Okinawa, où très vraisemblablement, de façon régulière, le même niveau de service logistique est assuré. Philippe, je Oui. suis vraiment désolée, mais on est un peu short niveau timing parce qu'on a encore 2 interventions. Oh, bah, c'est bien de finir. Voilà, D'accord. merci, désolée. Hein. OK. Donc, je pense aussi qu'il est nécessaire de rassurer tout le monde, notamment ceux d'entre vous qui sont impliqués dans la recherche de médecine régénérative, que le Japon est particulièrement actif dans ce terrain-là
et que la super cold chain, justement, est déjà une réalité opérationnelle. Et donc, d'une certaine façon, le grossiste joue un rôle à part entière à l'intérieur de l'écosystème du système de santé japonais, notamment et évidemment, j'allais dire premièrement, par étant l'agent opérationnel qui délivre le produit auprès de la dispense, mais aussi en apportant un nombre considérable de services autour de cette livraison du produit pharmaceutique dans les conditions exigées par la sécurité et la qualité et la préservation de la qualité du produit. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation vraiment très poussée et très intéressante. Encore une fois, toutes les slides seront disponibles, donc comme ça, les personnes pourront peut-être aussi te recontacter et te poser des questions plus spécifiques. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et on va maintenant passer à la... Et comme pourra le dire Akiko, avec qui j'ai visité récemment donc Medipal, l'un des principaux grossistes, ce sont des grossistes qui sont aussi prêts à accueillir des visiteurs de l'étranger pour connaître leurs besoins et développer avec eux des solutions ad hoc. Donc, que ce soit par le biais de Business France ou en s'adressant directement à moi, je ferai le suivi avec Akiko pour qu'on prenne bien soin d'eux. Merci. Ouais, merci. Merci à toi et merci à Akiko également. Je vais maintenant donner la parole et passer à la dernière partie de ce webinaire, donc, qui va plutôt être une session de témoignage par donc Monsieur Buisson, CEO de la société Neuroservice. Donc Bruno, si tu peux te rendre visible, voilà. Et également, suite à la présentation de Bruno, ça sera le tour de Francis. Ça va un peu être une présentation croisée. Voilà, je vous laisse présenter. Ok, là, je vais démarrer, je vais partager mon écran. Je vais passer en mode. Vous me dites si vous voyez la slide. Je te confirme qu'on voit bien ta slide. Oui, on voit bien. D'accord, merci parce que j'entendais plus personne, alors j'ai eu un gros doute. On s'était mis sur mute, Bruno, donc mais ça va bien. D'accord, merci beaucoup. Je vais vous présenter rapidement donc Neuroservice, donc une société que j'ai créée avec mon associé Olivier, ça fait une quinzaine d'années. Donc nous, on est une société de services. Alors, on est dans le domaine du vivant, donc on a vu la présentation précédente par rapport à la logistique et à la distribution. Nous, on est une société de services, donc ce que les anglo-saxons appellent une CRO. Et donc, notre métier, c'est de tester des molécules en développement préclinique pour l'aide à la décision dans le cas de développement de médicaments pour les pathologies du système nerveux central et de la douleur. Donc, notre activité consiste à tester ces molécules en développement sur du tissu, alors du tissu vivant. On utilise pour ça soit des tranches de cerveau frais, de rongeurs, des tranches de moelle épinière. On fait des cultures de neurones et donc plus récemment, avec notre filiale à San Diego, on a mis en place des tests aussi sur des neurones dérivés de cellules souches, ce qu'on appelle des iPSC-derived neurons. Donc, c'est des neurones, on va dire, presque humains, puisqu'ils sont dérivés de cellules souches humaines. Donc, notre cœur d'activité se situe dans la partie du développement préclinique, c'est-à-dire qu'on se situe après les grosses campagnes de screening, lorsque les gens sont en train de sélectionner ce qu'on appelle des lead candidates. Ils vont les sélectionner, il va y avoir des tours de chimie médicinale, et pendant ces phases précliniques, il faut comprendre les profils pharmacologiques des molécules, leur efficacité, leur spécificité, les mécanismes d'action, d'éventuels effets off-target. Et ensuite, donc, si tout va bien, la molécule va rentrer en phase de développement réglementaire préclinique avec tous les tests, toutes les batteries de tests toxicologiques avant d'entrer en phase 1 chez l'homme. Très brièvement, donc, dans nos laboratoires, on utilise deux technologies, deux techniques pour investiguer les effets des molécules sur les tranches de cerveau frais ou de moelle épinière fraîche. On utilise une technique qui s'appelle le patch clamp et une autre qui s'appelle le multi-électrode array.
Si on veut faire une analogie, par exemple, avec la photographie, le multi-électrode array, c'est un objectif grand angle et le patch clamp, c'est un gros téléobjectif. Donc, ce qui nous permet d'avoir des résolutions et de poser des questions soit à l'échelle du réseau de neurones, soit à l'échelle du neurone lui-même. Donc, on est capable d'isoler sélectivement plein de régions du cerveau. Alors, ce n'est pas pour vous faire un menu un peu comme vous rentrez au restaurant, mais c'est pour vous dire que toutes ces régions du cerveau vont être impliquées soit de façon sélective, soit peut-être associées dans des pathologies. Et donc, bien entendu, quand on développe une molécule par rapport à une pathologie donnée, on va adresser les questions dans les réseaux de neurones et dans les régions du cerveau qui sont d'intérêt. Par rapport à ces régions du cerveau, derrière, on est capable, on va dire, de proposer des tas de protocoles. Alors, il n'y a rien de standardisé, il n'y a pas de catalogue, tout est fait sur mesure, parce que les questions qui sont posées par nos clients, les industries pharmaceutiques ou biotech, chaque fois sont des questions qui sont très spécifiques. Donc, on s'adapte toujours aux besoins du client pour répondre à la question du client. Un petit historique donc des chiffres par rapport à notre activité. On existe depuis 15 ans, on a réalisé plus d'un millier d'études. On a une centaine de clients à travers le monde et on a aujourd'hui 25 employés avec 3 locations, 3 lieux de production dans le monde. Alors en France, on a 2 lieux de production. Donc on a les quartiers, les headquarters donc, qui sont situés à côté d'Aix-en-Provence, avec aussi un petit laboratoire qui est déporté à Bordeaux, où on va effectuer des tests là, sur du cerveau humain. On a mis en place un partenariat avec le centre hospitalier universitaire de Bordeaux qui nous permet d'accéder à des pièces chirurgicales, donc, qui sont des déchets chirurgicaux par rapport à des opérations sur le cerveau. Et donc, on peut aussi enregistrer sur du cerveau humain. Depuis l'année dernière, donc, bon, ça a été un peu difficile, mais on y est arrivé. On a ouvert une filiale à San Diego, donc en Californie. Pourquoi San Diego? Parce que San Diego, c'est pour nous un gros pôle d'activité. On a beaucoup de clients à San Diego, sachant qu'aux États-Unis, l'autre gros pôle d'activité, donc dans le domaine pharmaceutique biotech, c'est bien entendu Boston. Je termine cette présentation rapide donc, par rapport à une distribution du chiffre d'affaires de la société, alors qui est assez stable depuis un certain nombre d'années, et qui se distribue de la manière suivante, avec 80% aux USA. Donc les USA, c'est vraiment notre marché principal, 15% en Europe et 5% au Japon et Corée du Sud. Donc on a commencé à adresser et bien entendu à essayer de conquérir le marché japonais plus tard, donc après avoir démarré, hein, c'est 6 ans après le démarrage, donc à partir de 2012. Et donc c'est un marché, on va dire, qui démarre doucement, qui croît lentement. Alors, comme l'ont fait les présentations de Mme Hori et M. Takeda, voilà, le Japon, c'est une autre culture, c'est une autre vitesse, c'est, on va dire, d'autres types de relations et de contrats. Donc, vous ne pouvez absolument pas imaginer vous développer au Japon de la même manière que vous vous développez aux USA. Enfin, souvent, je fais une analogie. Pour 1 euro investi, on va dire, en marketing, en business, vous récupérez 10 aux États-Unis, 1 en Europe et 0,1 au Japon en termes, on va dire, d'énergie dépensée et ce que vous allez récupérer en chiffres. Alors, par contre, il faut être patient, je pense qu'avec le Japon, comme l'ont souligné les interlocuteurs, il y a besoin de développer un relationnel. Et le relationnel va se développer d'abord avec la première étape qui est la confiance. Et donc, il faut arriver à gagner la confiance du client. Ça nécessite de faire beaucoup de visites sur place. Alors, avec tous les codes, nous, on a eu la chance d'avoir une collaboratrice de la société qui était japonaise et donc qui parlait aussi très bien l'anglais et le français. Et donc, ça nous a aussi beaucoup aidé pour faire des visites sur place. Donc ça, il faut bien comprendre aussi que les Japonais, dans la culture, il faut faire des visites sur place, il faut se présenter, il faut venir, il faut revenir. Voilà, c'est une course de fond. Mais au bout du compte, lorsque vous faites des affaires avec les Japonais, qui sont très exigeants et donc qui vous font progresser, au bout du compte, on va dire, on a des clients ensuite qui sont aussi très fidèles. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus par rapport à la problématique japonaise, mais voilà, je vais laisser la parole à mon partenaire sur la partie témoignage. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Bruno. Il semblerait que Francis a un
petit problème de... il a un petit souci de connexion. Ah, Francis, tu arrives quand même à te connecter? Ouais, là, je suis en voiture, mais il nous reste 5 minutes. Alors, ça tombe très, très bien. C'est pas Parce qu'après, je vais devoir. Ouais, est-ce que vous voyez mon écran? Non, on te voit toi. Ah, pardon. Ouais. Donc, c'est bien aussi, mais c'est pas suffisant. J'ai pas le partage là, par contre. Si tu me l'as Partager envoyé, l'écran. Excusez-moi, je l'ai. Dites-moi si vous voyez quelque chose. Oui, on voit bien. Très bien, excusez-moi. C'est la technique. Alors tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité un petit peu à témoigner. Donc moi, je m'occupe du business développement pour Oncodesign aujourd'hui, notamment la partie asiatique, dont le Japon, avec ma collègue Émilie Fang qui est également connectée actuellement. Donc j'ai préparé quelques slides pour témoigner de ce marché très rapidement. Alors nous, on est une société Oncodesign est une société biopharmaceutique et notamment parmi nos activités, on fournit des services à l'international dans un cadre de CRO, comme vous l'avez mentionné précédemment, où on intervient depuis la cible thérapeutique jusque le dossier d'enregistrement potentiellement de composés, avec toutes les étapes précliniques qui sont entre. On est impliqué dans de multiples aires thérapeutiques telles que l'oncologie, les maladies inflammatoires, mais également les maladies infectieuses, bien sûr avec à la mode l'activité Covid-19 aujourd'hui, qui est notamment extrêmement présente au Japon. Et puis on travaille sur toutes les catégories de molécules et de thérapeutiques, depuis l'anticorps, la petite molécule, la thérapie cellulaire, etc. La société a été créée en 1995 par Philippe Gène. Elle est solidement ancrée en Bourgogne, puisque tout à l'heure vous parliez de la région parisienne. Nous, clairement, c'est la Bourgogne. Aujourd'hui, on est capitalisé sur le marché Alternext à hauteur de à peu près 80 millions d'euros et elle contient 240 collaborateurs au total. Et nous travaillons à travers le monde pour plus de 1000 clients au total. Bien sûr en Europe, en France, mais également sur le continent nord-américain et l'Asie. L'Asie étant aujourd'hui le Japon à 80%, la Corée à presque 20% et un petit peu la Chine. On a 2 sites principaux qui contiennent les 240 personnes. C'est un site et le centre, le headquarter à Dijon, à peu près 110-120 personnes, et un site de taille un peu plus grosse et un nombre de collaborateurs équivalent qui est basé à Paris. Voilà. Alors le Japon, le marché japonais, j'ai fait un petit peu d'historique. Nous, on a commencé à travailler par une société japonaise en 2001, qui était la société Kirin. Et de manière extrêmement intéressante, ils sont venus travailler avec nous pour des raisons technologiques et scientifiques pures, parce que je trouve que le Japon est un pays de science, un pays de technologie. Et en l'occurrence, ils sont venus nous voir il y a plus de 20 ans parce que nous avions développé des choses qu'ils ne trouvaient sans doute pas ailleurs. Et donc, on a commencé par le même biais à travailler avec des représentants locaux japonais qui travaillent auprès de moi aujourd'hui et d'Émilie et qui permettent la communication, qui permettent de comprendre l'écosystème japonais, parce que c'est quand même extrêmement compliqué en tant qu'occidental. Bien sûr, ça aide beaucoup la communication. Vous avez parlé déjà de l'anglais qui, quelquefois, n'est pas de très bonne qualité et pour lequel le japonais ne veut pas rentrer, entre guillemets, s'il n'est pas certain de tout comprendre. Nos représentants organisent des voyages aussi là-bas et des rendez-vous. Et je dois avouer que quand vous avez 3 rendez-vous dans la journée autour de Tokyo avec 1 heure et demie de trajet entre les deux, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous emmène dans le métro et dans les trains japonais, c'est quand même assez compliqué. Et ça nous sert aujourd'hui à construire la confiance auprès de nos interlocuteurs japonais, qui est un rouage essentiel de travail avec eux. Et ça tombe bien parce que, comme le disait à l'instant le CEO de Neurosciences, la confiance est longue à mettre en place. Par contre, elle est extrêmement solide quand elle est mise en place.
Par ailleurs, on a établi des collaborations scientifiques avec le CIEA, qui est un institut assez célèbre au Japon, pour avoir développé des souches d'animaux d'expérimentation, et qui avait été financé à l'époque par Oseo en Europe, en France, et NEDO, qui est le funding au Japon. Comme je le disais précédemment, la prospection est longue et fastidieuse. Ça prend plus d'1 an. Avec de multiples visites. Allô? Oui, Oui. on vous a un peu perdu, mais là, c'est bon. Ah, OK. Ça met du temps à s'établir. Par contre, elle est extrêmement fiable. Et souvent, quand vous commencez à discuter dans le dur avec un CDA, avec une société japonaise, au bout de plusieurs meetings, ça devient presque binding dans des relations de travail. À l'inverse, par exemple, d'Américains qui signent des CDA en voiture, en voilà, tous les 4 matins, mais au Japon, ça n'a pas du tout la même signification. Enfin, le process de décision est extrêmement hiérarchisé. En aucun cas, dans une téléconférence, la position et la décision va être prise tant qu'il n'y aura pas eu un référent hiérarchique qui permettra de décider. Enfin, pour ma part, le business au Japon est aussi très lié à leur année fiscale, qui n'est pas comme la nôtre, qui s'établit du 1er avril au 31 mars, et qui souvent permet d'une année sur l'autre de prévoir des activités qu'eux-mêmes n'avaient pas prévues. Ça veut dire que quelque part, même si vous les voyez au mois de juin, ils vont vous dire, bon écoutez, ça me paraît bien, au mois de septembre, vous en discutez, on va mettre ça au budget de la prochaine année, et à partir de là, vous allez travailler avec eux. Et en fait, pour être très franc, la discussion et les relations sont finalement très simples, très claires, très fluentes et très honnêtes avec les interlocuteurs japonais en général. Je trouve que le talk d'Akiko précédemment est extrêmement pertinent. Je me suis retrouvé dans tout ce que vous avez dit. Juste pour conclure, aujourd'hui, le business en co-design au Japon, enfin aujourd'hui en 2020, pardon, c'est 8 clients, c'est 4,5 millions de ventes, et c'est 2 collaborations très larges avec des pharma de plusieurs millions d'euros sur plusieurs années, et de manière extrêmement sous le ton de la blague, vous devez savoir que nos partenaires japonais viennent visiter nos sites à Paris ou à Dijon de manière beaucoup plus facile qu'un Parisien. Même s'il y a 8000 km de distance, pour eux, il est essentiel de venir nous voir, de venir discuter, d'échanger. Et de manière extrêmement paradoxale, la récente période de Covid a un petit peu changé la donne. Autant les déplacements étaient indispensables tous les trimestres pour les voir, autant le Covid maintenant a induit des TC que je n'organisais pas par le passé, mais qui se font désormais. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Francis et Bruno, pour vos 2 témoignages qui étaient vraiment particulièrement intéressants. Et je vais maintenant peut-être passer. Alors, je sais, il nous reste que 5 minutes, donc il y a peut-être quelques questions dans le Q&A. Alors, il y a une question de la part d'un participant qui nous demande « Est-il toujours vrai au Japon qu'en général, le prix et le pourcentage part de marché des médicaments de marque ne baissent pas dans la même mesure après la perte d'exclusivité, fin de protection par brevet, par rapport aux US et en Europe? Est-ce que cela devrait se poursuivre à l'avenir? Merci. » Donc, peut-être pour répondre à cette question, je ne sais pas, Philippe. Oui, voilà, Philippe, Oui. j'allais dire, je pense que… Oui, en fait, c'est une question qui est au cœur de beaucoup de conversations aujourd'hui au Japon. Comme vous le savez, depuis maintenant la première grande réforme du système de remboursement en 2012, et par la suite, tous les 2 ans, en ligne avec les révisions biannuelles des prix de remboursement au Japon, il y a eu différents ajustements et mise en place de nouveaux mécanismes. En fait, le gouvernement japonais a établi avec l'industrie une sorte de compromis sur, pendant la période où le produit est exclusif, ils mettront en place un système où il y aura une maintenance du prix, mais après que cette période d'exclusivité soit expirée, il y aura un réajustement, une sorte de retour,
avec des baisses de prix qui remettront progressivement le produit sur une certaine période en ligne avec à la fois le niveau constaté à l'international et sur un très long terme, un niveau de prix quasiment équivalent à un produit générique. Donc là, je parle sur un espace de temps de 20 à 25 ans, donc on parle de très, très grandes périodes. Aujourd'hui, pourquoi je dis que c'est au cœur de nombreuses discussions? 3 raisons. Première raison, c'est que pour la première fois au Japon, il y a maintenant un signal très fort que les révisions de prix ne seront plus biannuelles, mais annuelles. Et donc, cela crée effectivement beaucoup d'émotions dans l'industrie parce que c'est une pression sur les revenus qui est assez forte. Je pense que la baisse de prix qui est rentrée en effet le 1er avril cette année, donc pour la première fois une année impaire, 2021, l'impact sur volume comparable était environ entre 4 et 5%. Donc, c'est quand même assez conséquent. L'impact de la précédente révision des prix était aux alentours de 6,5% en 2020. Okay. Donc, au début, on a cru que la baisse de prix de 21 allait être quelque chose de mineur, une sorte de baisse de prix d'ajustement sur des produits qui se vendaient beaucoup, sur des produits qui auraient eu des nouvelles indications, etc. Mais en fait, elle s'est appliquée à plus de 4000 produits pharmaceutiques et d'une façon assez lourde pour certaines. Il y a maintenant donc un débat sur, premièrement, la maintenance. Est-ce que quand un produit est approuvé, il va garder son prix pendant 8 ans ou 10 ans? C'est remis en question parce que le gouvernement cherche à introduire ce qu'ils appellent HTA, Health Technology Assessment, une sorte d'évaluation pharmaco-économique, un peu sur le modèle de l'Agence de transparence du médicament en France ou le NICE Committee en Angleterre. Donc, c'est-à-dire une agence qui viendrait collecter les données réelles, ce qu'on appelle les real world data, et savoir si effectivement le produit a délivré en ligne avec les résultats cliniques qu'ils avaient délivrés. Et si ce n'était pas le cas, de s'autoriser le droit de dire écoutez, vous ne délivrez pas en fonction de ce qui avait été promis, donc on va réajuster le prix. Donc il y a ce risque-là. Il y a aussi le risque d'imposer des baisses de prix sur la base d'ajustements. Par exemple, si le produit dépasse le maximum de ventes qu'il avait annoncé au moment de son approbation. Et il y a aussi tout un débat sur baisse de prix au cas où le produit rentrerait dans la catégorie de ce qu'ils appellent blockbuster selling drugs, c'est-à-dire des produits dont le chiffre d'affaires excéderait 200 millions ou 250 millions de dollars par an. Donc, il y a beaucoup de débats en ce moment là-dessus, à la fois sur des produits innovants qui viennent d'être lancés et dont le prix ne serait pas forcément maintenu comme on avait eu l'habitude de le voir dans la période 2012-2020. Il y a un débat sur la health economics et il y a maintenant, par contre, bien inscrit dans la loi de prix de remboursement, des mécanismes qui viennent réduire petit à petit le prix du produit original une fois que la période d'exclusivité est périmée. Merci beaucoup Philippe pour ces informations très précises. Je suis désolée, malheureusement, on ne va pas pouvoir prendre plus de questions parce que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Mais ce que je vous propose, c'est que je ferai avec Jessica, on va faire on vous transmettra du coup l'ensemble des slides d'ici au début de semaine prochaine. On vous enverra l'ensemble des slides ainsi que les contacts des panélistes, si vous en êtes d'accord, afin que les participants puissent vous contacter. Voilà, je vous remercie encore toutes et tous pour pour vos interventions et pour votre participation à ce webinaire. Je vous rappelle du coup que Business France et la BPI ainsi que Medicine, on organise un webinaire le 31 mai pour vous présenter le booster Japon-Corée dont Akiko a parlé. Voilà, tout est en ligne. Vous pouvez le trouver sur mon compte LinkedIn, sur le compte de Business France. Voilà, n'hésitez pas à participer. Merci encore, merci vraiment, à très bientôt et bonne journée, bon week-end. Au revoir. Merci. À très bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.